L'Est du Québec regorge de lieux très riches en histoire. Des endroits qui pourraient devenir des sites archéologiques importants. Presque tout reste à faire cependant, car il y a peu d'archéologues en région. À l'Université du Québec à Rimouski, il y en a, et on est allé les voir au laboratoire d'archéologie. On travaille beaucoup avec le milieu. On essaie d'avoir des projets qui sont toujours à l'interface de la recherche, qui ont un intérêt de recherche, de l'enseignement, parce qu'on amène nos étudiants dans le cadre d'écoles de fouilles, et un volet de service à la collectivité. Donc, des projets qui sont aussi utiles pour la communauté. Puis, bien là où aussi, il y a un potentiel. Donc, dans la démarche archéologique, la première étape, c'est de faire une étude de potentiel archéologique. C'est-à-dire de regarder à partir de l'ensemble des sources historiques ou même des photographies aériennes, des cartes anciennes, des cartes récentes, la toponymie, quels sont les endroits où il pourrait y avoir des vestiges, puis avoir déjà une petite idée avant même d'aller sur le terrain, de voir quelle pourrait être la préservation, est-ce que ça a été réoccupé, perturbé, ou s'il y a des chances qu'il y ait encore des choses intactes, là. Quelle est la première impression que vous ressentez lorsque vous vous rendez compte qu'il y a un potentiel énorme? Wow, d'abord, on passe par travers toutes les émotions. Il y a l'émerveillement, il y a la fascination, il y a l'impression d'être dans un magasin de bonbons. Et puis ensuite, on réalise ce que ça représente comme travail. Donc, il y a la logistique, il y a les délais, malheureusement. Évidemment, plus un site est riche, plus il va exiger de travail sur le terrain et ensuite. Mais les sentiments sont toujours extrêmement, d'abord, positifs. Là, on flotte sur un nuage quand on découvre une telle richesse. Et puis, si en plus on a des étudiants avec nous, on a le bonheur de partager cette richesse-là. Contrairement à ce que l'on peut penser, le travail de l'archéologue n'est pas uniquement sur le terrain. Une grande part réside dans l'avant et l'après. Ça mobilise beaucoup de ressources, ça mobilise des équipes, ça mobilise des moyens. Donc, on va faire toutes les études préalables qu'on peut pour s'assurer qu'il y a un potentiel, qu'il y a un intérêt. On ne fouille pas pour le plaisir, même s'il y a beaucoup de plaisir, évidemment, à apprendre à fouiller. Mais... et puis, au retour du terrain, on revient avec de la documentation de terrain, on revient avec des photographies, on revient avec des dessins, on revient avec des collections. Et on a une obligation réglementaire et légale de produire un rapport pour le ministère de la Culture. Le rapport doit comprendre un inventaire complet de tous les artefacts et écofacts qui ont été recueillis. Donc, il y a déjà un travail à faire sur les collections. Il faut nettoyer les artefacts qui peuvent être nettoyés. Souvent, on va les marquer. Et ensuite, on va les inventorier, un par un. Et sur certains sites, comme celui de Porpic, qui sont très, très riches, ça fait évidemment beaucoup de travail. Ensuite, pour chacun des objets, on va tenter d'identifier la provenance. Avec la provenance où ça a été fabriqué, on a une idée des réseaux économiques. Ensuite, pour chacun des objets, on va tenter de déterminer le statut social, socio-économique. Est-ce que c'est un objet de luxe que simplement une élite pouvait se procurer ou c'est un objet commun que tout le monde pouvait avoir? Quand on le fait pour un objet, c'est anecdotique, mais quand on le fait pour l'ensemble de la collection ou l'ensemble d'un niveau stratigraphique, ça nous donne une idée justement du portrait socio-économique des gens qui ont occupé le site. Certains objets vont mériter d'être analysés plus avant, donc on va parfois faire des dessins, on va faire des photographies pour en documenter certains. Certains objets peuvent avoir un potentiel muséal, donc on va vouloir les photographier, les documenter, puis en garder une archive plus accessible pour pas qu'on soit obligé de retourner dans les boîtes. Et puis, il y a tout le traitement de l'archive. Donc, pour produire un rapport, ça veut dire pouvoir produire une analyse du site, sa stratigraphie, son histoire, et éventuellement émettre des recommandations. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce site-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les collections? Ça appartient à qui, ces objets-là? Les propriétaires des terrains sont propriétaires des collections. Ceci dit, la vente, le trafic d'artefacts archéologiques est illégal au Québec. Donc, les propriétaires ne pourraient que les conserver, les exposer. Les archéologues sont aussi curieux de connaître les habitudes de vie des anciens résidents d'un lieu, leur statut économique, les activités qu'ils pratiquaient, l'endroit comme tel, soit une terre agricole, une maison familiale, et il arrive souvent que les étudiants et les enseignants se retrouvent sur le terrain en même temps lors de la découverte d'un lieu précis. C'est-à-dire que ça demande une ouverture aussi d'esprit parce qu'on travaille en mode interdisciplinaire, multidisciplinaire. Là, on a des géographes, on a des archéologues, on a des historiens.
Donc, chacun ses concepts, chacun ses façons d'approcher le terrain, d'approcher les objets, d'approcher les épisodes historiques. Fait que c'est d'être capable de constamment d'écouter les autres, de regarder comment ils travaillent, de regarder l'apport de chacune des disciplines à l'étude d'un objet. Ça, c'est enrichissant. Donc, ça demande de la flexibilité. Ça demande aussi de la patience pour bien comprendre comment les autres travaillent, comment les autres raisonnent. Quand on traite d'un objet ou d'un épisode de l'histoire, puis qu'on a toutes ces dimensions-là, la dimension archéologique très, très concrète, puis les documents d'archives, on a l'impression que c'est plus complet comme portrait. On a l'impression que c'est plus enrichissant, puis que les étudiants peuvent, ce que moi je dis souvent, toucher à l'histoire, carrément. Ouais.